Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'Endroit où aller, où ce soir nous recevons Vanessa Arcos qui a sorti un récit qui s'appelle Les orteils se dressent pour écouter aux éditions Encre Rouge, et nous accueillons Philippe Roland de la librairie Les Cultures Papier à Charbonnières-les-Bains, c'est à côté de Lyon. Avant de vous laisser débattre pendant 30 minutes, je voudrais rappeler aux participants qui peuvent poser des questions à Vanessa par mon intermédiaire en utilisant Converser en bas dans la barre de menu, et je me ferai un plaisir de venir reposer les questions à Vanessa en fin de rencontre. Je vous souhaite une belle rencontre. Merci. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc je suis très content que tu m'aies proposé de participer à cette émission. Moi aussi. C'est assez nouveau pour moi. Pour parler de ce livre que j'ai eu l'occasion de découvrir quand tu as eu la gentillesse de venir faire une dédicace au sein de notre librairie. Un livre que j'ai beaucoup apprécié. Sa lecture a été particulièrement enrichissante. Et ce que j'ai trouvé particulièrement plaisant, c'est cet optimisme qui suit le livre du début à la fin et qui fait du bien dans les périodes que l'on vit actuellement, où on se plaint d'un oui et d'un non. Voilà, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre. Il est en plus étayé de références littéraires, d'approches philosophiques qui sont toujours bien à propos. Pour résumer l'histoire du livre, c'est l'histoire de ta vie, c'est un récit que, à travers les épreuves que tu as pu avoir, tout ce qu'on rencontre dans une vie, tu as toujours avancé. C'est ce qui t'a fait avancer au cours de ta vie. Jusqu'à la naissance de ta petite fille, Valentine, qui est adorable, que je connais, qui me fait rire à chaque fois qu'elle vient au magasin, qui est un petit rayon de soleil. Et tu t'es servi de ces expériences pour donner un éclairage humain et positif à la vie. C'est un appel à vivre, c'est un hymne à la joie. Voilà, je vais te laisser maintenant t'exprimer, de nous expliquer de quoi parle plus précisément le livre. Voilà, la parole est à toi. Merci. Je vais d'abord me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas, car c'est mon premier ouvrage. Donc, Les orteils se dressent pour écouter, oui, d'un récit philosophique et autobiographique. Alors moi, donc, j'ai écrit ce livre. Alors déjà, ce qui m'a amené à tout ça, c'est que je suis... comment dirais-je, passionnée de lecture depuis toujours. C'est ma passion. J'ai toujours lu en autodidacte plein de choses. Je me suis intéressée évidemment beaucoup à la philosophie, la littérature en général, mais vraiment à la philosophie, la poésie, les essais. Ce sont vraiment les catégories qui me plaisent le plus. Voilà, donc au départ, moi, je ne suis pas auteure au sens strict, même si j'ai toujours écrit. Je suis... rédactrice éditoriale au sein de l'Office du tourisme de Saint-Martin. Donc ça, c'est ma profession actuelle. Sinon, j'ai travaillé beaucoup dans les ressources humaines comme responsable de recrutement dans les laboratoires pharmaceutiques. Voilà. Donc, je viens de ce monde-là. J'y ai fait mon expérience, qui d'ailleurs est un sujet du livre. Voilà. Et puis, avant toute chose, je suis une lectrice passionnée, je lis tout, je lis beaucoup les autres, surtout ceux qui ont écrit plus que moi et qui ont écrit avant moi. Voilà, tous les auteurs très connus et qui m'ont toujours beaucoup apporté. Effectivement, ça se ressent dans la lecture du livre où tu as pas mal de références et ces références s'intègrent bien dans ton récit et apportent un éclairage, étayent un peu le récit que tu nous dis, un récit qui est en 4 parties avec une partie qui est en fait, ces 4 parties sont un cheminement avec, on en parlera plus tard, un cheminement qui nous permet de mieux appréhender ton monde et là où tu veux nous amener. Mais ça m'amène à une question, qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture ? Alors oui, effectivement, comme c'est mon premier ouvrage, comment en suis-je arrivée là ? Donc, eh bien, sur mon chemin, j'ai croisé 2 femmes en fait généreuses. J'ai eu cette chance, j'ai croisé Martine Rofinella, qui est une écrivaine de talent, et Colette Chevolot, qui est une lectrice professionnelle de choc. Donc, en fait, l'histoire, c'est que
Au départ, j'avais écrit un manuscrit, qui n'était pas du tout les orteils, hein, quelque chose de très atypique, de particulier, que j'ai envoyé à Martine quand elle était éditrice. Donc, ça ne correspondait pas exactement à sa ligne éditoriale, mais elle a pris le temps de me répondre très gentiment pour me dire qu'elle pensait que c'était quand même très bien, que ça valait publication, mais pas chez elle. Que, voilà. Et après, elle a commencé à m'expliquer comment fonctionnait un petit peu l'édition, comment, avec mon écriture, je pouvais réussir à faire quelque chose qui rentre dans sa ligne éditoriale. Donc, voilà pourquoi j'ai écrit Les Orteils, qui correspondait vraiment à ce qu'elle cherchait. Donc, j'ai compris qu'il fallait répondre aux besoins éditoriaux d'un éditeur pour espérer et prospérer, en fait. Donc, je me suis vraiment lancé le défi de faire quelque chose qui puisse coller. Et en y réfléchissant, je me suis dit, mais j'ai tout en moi pour le faire. Voilà pourquoi j'ai fait un récit autobiographique, voilà, avec de la matière personnelle, et philosophique pour ouvrir à d'autres choses, pas que sur ma petite personne, pour que ce soit plus intéressant quand même. On sent bien une portée plus universelle dans ce que tu écris. Oui, voilà, tout à fait. Donc, une fois que je me suis lancé ce défi, que je me suis mise à rédiger ce manuscrit, une fois que je l'ai eu terminé, Martine m'a annoncé qu'elle quittait son poste d'éditrice. Alors là, je me suis dit que les choses allaient sacrément se compliquer pour moi. Donc, il fallait trouver d'autres éditeurs. Donc, sur ma route, comme j'avais rencontré Colette, la lectrice de Choc, elle m'a aidée à trouver d'autres éditeurs. Elle m'a aidée à assurer les corrections de cet futur ouvrage. Voilà, donc on a un peu toutes les deux cherché, on a trouvé des choses sympas. Encre Rouge a été le premier en fait à me répondre. Voilà, et puis par la suite, 2 autres éditeurs ont voulu l'éditer, mais bon, c'était trop tard. Donc voilà, c'était vraiment à la fin quelque chose qui a plu, qui était un peu dans l'air du temps, qui répondait à quelque chose de… C'était beaucoup plus évident, c'est sûr, que mon premier manuscrit, qui était atypique. Là, ça parlait plus aux gens, à plus ce qui est attendu par le lecteur et ce qui peut se vendre en librairie. Voilà. Voilà comment j'en suis arrivée là. C'est un terme plus universel et que tu abordes d'une façon beaucoup plus positive que certains d'autres qui ont pu aborder ce même thème, souvent avec un peu de noirceur, avec un peu de désillusion. Toi, non, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, je pense un hymne à la joie. Mais justement, ça m'amène une question. Pourquoi ce titre un peu très original Oui, on n'oublie pas. C'est ça. Alors, qu'on n'oublie pas, ça c'était le but, bien sûr. Et puis, au départ, voilà, c'est parti sur… je me suis dit, quel va être mon point de départ, mon fil rouge pour faire ce récit. Et ça m'est venu comme ça parce que j'ai beaucoup lu Nietzsche, en fait. Comme je le disais, c'est ma passion, la philosophie. Et je me suis rappelé d'un passage dans Ainsi parlait Zarathustra. Voilà, où c'est un aphorisme de Nietzsche dont il a le secret. Donc des choses très métaphoriques, très évidentes en fait, qui marquent. Il y a toujours une façon d'expliquer sa pensée que moi j'ai beaucoup aimé. Et donc ça résume tout simplement l'histoire du livre parce que ça signifie que le mouvement physique, la marche, les orteils qui se dressent, le pied qui se déploie quand il fait sa chorégraphie pour marcher sur le sol, quand il foule le sol, c'est le mouvement physique entraîne le mouvement intellectuel. C'est-à-dire, en gros, bougez et puis vous entraînerez vos pensées. Vous irez plus loin dans votre réflexion. Vous ne serez pas passif, vous serez actif. C'est vraiment toute cette idée-là. Voilà, donc quand on marche, ou quand on bouge en général, il faut aller plus loin aussi que des simples mots orteils. C'est vraiment le côté physique. On marche, on réfléchit, on fait fonctionner sa sphère cérébrale. Et parfois, on peut trouver des solutions, des choses qui se décoincent à l'intérieur de soi. Et on peut aller plus loin, dépasser des problématiques. Et c'est amusant, je peux me permettre une petite aparté, c'est que finalement le choix du titre de l'émission qui s'appelle Un endroit où aller colle bien à ton livre parce que ça rappelle ce titre d'émission, Un endroit où aller, c'est aussi le titre d'un livre de Penn Warren où un jeune homme va naviguer dans les États-Unis, va voyager dans les États-Unis
pour chercher un endroit où aller parce que en fait, il cherche son destin. Et finalement, ça colle très bien à ton livre, comme quoi le hasard, comme tu le dis, rien n'arrive jamais par hasard. C'est aussi ce que je dis, oui, c'est un des messages du livre, absolument. Enfin, on développera peut-être un petit peu plus tard, mais c'est absolument ça. Donc ce livre, on peut le découper, je pense, en 4 parties. Pour reprendre la thématique du déplacement dont tu parles, on va dire que la première partie, c'est un vagabondage qui correspond à l'enfance, où l'enfant cherche tous les possibles, il a tout en lui, à partir du moment, comme tu le dis dans ton livre, très bien, où il a la possibilité de se mouvoir et de comprendre ce qui se passe autour de lui. Il a tout ce qu'il faut pour grâce à cette découverte, avancer et grandir. C'est ce mouvement qui lui permet de grandir. Ensuite, il y a l'errance, ces moments d'errance, qui correspondent au mode professionnel, où on cherche sa voie, c'est le cas de le dire, où on ne fait pas forcément les bons choix, c'est ce que tu expliques, mais que c'est peut-être pour un mieux, on peut se tromper, mais ça permet toujours d'avancer. Les erreurs nous font aussi avancer, c'est un peu le message de ton livre, je trouve. Complètement. Il y a ce pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est un autre voyage, un voyage physique évidemment, mais aussi un voyage spirituel, puisque c'est un retour sur soi, c'est une quête personnelle. Et enfin, le parcours initiatique qui a été la naissance de ta fille, qui a été en fait pour toi une nouvelle naissance et qui n'a pas été une barrière, mais au contraire un nouveau départ et un tremplin vers encore mieux. Oui. C'est un peu comme ça que j'ai ressenti, le mouvement de ton livre. Exactement. C'est tout à fait ça, oui. Par exemple, quand tu es sur le chemin de Compostelle, page 116, j'ai noté je me permets de prendre ton livre pour faire quelques lectures. Enfin, il faut que je me retrouve parce que je mets des notes de partout et après je m'y retrouve plus. Tu parles de j'écoutais le monde, l'homme est par essence un morceau de l'univers, il n'est pas conçu pour devoir s'arrêter, se bloquer. Il ne peut être statique sous peine de se dissoudre dans les limbes de sa conscience, livré au météore de la pensée avec la peur, la culpabilité comme écho au fracas du chaos. Ça résume, c'est la version, comment dire, c'est l'approche philosophique de ton mouvement qui est très bien exprimée dans ce passage. Après, il y a un autre passage, bon, je ne vais peut-être pas tous les lire parce que ce serait dévoiler un peu trop du livre, il faut quand même qu'il garde son mystère. Mais, un peu de secret. Comment ? Un petit peu de secret, c'est bien. Voilà, il faut quand même que le lecteur ait envie, l'auditeur ait envie de le lire parce que c'est toutes ces citations, tous ces passages, en fait, c'est un peu le corps et l'âme du livre et ce récit qu'on peut très bien, qui est fluide et on le lit comme une aventure, voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Et moi, j'ai voulu faire 4 parties. Donc précisément pour décrire 4 espaces-temps, donc 4 mouvements différents. C'est vraiment pour montrer que dans la vie, rien n'est linéaire, rien n'est pareil. Tout change, tout se modifie sans cesse. Hein, on monte, on descend, au sens figuré beaucoup. Voilà, et en fait, c'est là où on voit que dans mes 4 parties, donc c'est toute la vie. C'est les circonstances qui s'éloignent ou qui s'imbriquent ou qui se rapprochent et qui du coup vont rapprocher, imbriquer ou éloigner les êtres, les choses. C'est ça la vie, c'est un mouvement perpétuel. Il faut faire attention toujours aux axes labyrinthiques que l'on peut prendre parfois ou se mettre dans des situations où ce sont des impasses, il n'y a pas tellement de solutions. Il y a des choses trappes aussi. Et puis des moments de répit, heureusement, ça arrive, des moments où il ne se passe rien, mais finalement, il se passe des choses apaisées, en harmonie. Et voilà, c'est la rançon des axes labyrinthiques et des choses trappes que l'on a résolues. Voilà, donc effectivement, c'est vraiment ça. C'est mon étayage, c'est mon émotion que l'on voit sur les 4 parties du livre. Donc, voilà pourquoi j'ai vraiment séparé ça. Ça pourrait presque, en fait, être des livres. Enfin, si ça avait été mené au bout, toutes les narrations, les 4 narrations avaient été menées au bout, ça aurait pu faire indépendamment 4 choses, 4 histoires très différentes. Tout à fait, oui. Tout à voilà. fait. Oui. Et
donc c'est toujours, comme tu le disais au départ, c'est le changement, l'évolution et le positif hein, à la fin, c'est toujours ça. On monte quand même toujours, même si on a pu descendre, on remonte. Ça montre aussi qu'au fond de soi, on a toujours un noyau dur, on est toujours la même ou le même. Voilà, il y a quelque chose en soi qui ne change jamais. Donc moi, par exemple, c'est ma liberté absolue et comment dirais-je, mes valeurs que je n'ai jamais voulu trahir, même si parfois ça m'a coûté beaucoup. Voilà, de toute façon, on change, on évolue, mais il y a toujours ce petit noyau qui est notre force, que l'on retrouve toujours. Donc ça, c'est le point commun aux quatre espaces-temps, aux quatre mouvements. Et tout à fait, parce que c'est vrai que ton récit, c'est pas que ton récit, c'est une histoire qui a une portée universelle qui touche tout le monde. C'est-à-dire que dans ce que tu as vécu, on s'y retrouve toujours. Moi, quand on avait discouru, c'est vrai que tes échecs, enfin, c'est pas des échecs, tes choix professionnels, qui n'étaient pas des échecs, mais qui étaient parce que comme tu le dis, tu es quelqu'un de libre qui va au bout de ses idées. J'ai pu vivre la même chose et c'est en fait en lisant ce livre, je me suis dit, mais finalement, je t'ai redécouvert parce que j'ai découvert plein de points communs et je pense que le lecteur y trouvera aussi des points communs dans sa propre vie et ça donne, on retrouve tout ce qu'on a pu vivre, on lui donne, grâce à ton livre, on lui donne une autre perspective, c'est-à-dire que ça permet d'appréhender d'une autre façon des choses qu'on avait peut-être mal vécues et puis se dire, bah, finalement, elle a raison, ça devait arriver et puis finalement ça m'a amené à mieux et donc ça permet de positiver ce qui peut arriver, les choix qu'on peut faire à partir du moment où on est en mouvement et qu'on n'est pas passif, qui est le thème de ton livre. Effectivement, en général c'est du mieux qui arrive, pas forcément, mais ça nous tend vers le mieux et c'est ça qui est beau dans ce livre, c'est cette certitude que le meilleur est à venir. C'est ça. Absolument. Voilà. Moi, j'ai effectivement beaucoup aimé ce récit que j'ai trouvé très profond et pourtant c'est très facile d'accès. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, on s'identifie très facilement à ton histoire. On vit avec toi, voilà, on te suit, on vit avec toi et ça fait écho à notre propre vie, nos propres expériences. Et je trouve que c'est ce qui est bien dans ton livre, justement, c'est que plutôt que de nous donner comme peuvent faire certains livres de développement personnel, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est simplement ton exemple qui nous permet une introspection qui nous fait réfléchir et nous dire, bah oui, voilà, c'est le chemin qu'il faut prendre. Et c'est ça qui est bien, c'est que du coup, c'est compréhensible par tout le monde et c'est applicable par tout le monde. C'est pas une recette, c'est un art de vivre. Oui, merci. Oui, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est plus qu'un récit parce que ça se lit comme un roman, hein, comme tu le disais. Voilà. Il y a plein de péripéties, plein de rebondissements. On ne sait pas, en passant d'une page à une autre, ce qui va se passer du tout. On est d'ailleurs, je pense, très surpris parfois. Et il y a des dialogues aussi. Voilà, il y a vraiment. Oui, c'est un récit voilà, on est vraiment immergé dans un réel voilà, que l'on sent vraiment. Et puis ensuite, les références littéraires, les références philosophiques qui donnent de la profondeur, comme tu le disais, permettent aussi d'organiser le mouvement, puisqu'elles sont ces références, les pulsations du livre. C'est vraiment, voilà, on voit des choses. Voilà, il y a la narration qui explique, et puis après, on est renvoyé sur des choses avec ces références pour aller plus loin, pour dépasser le côté strictement récit, hein, au sens strict. Voilà, et ça amène à l'universel, puisque la philosophie, les questions existentielles, c'est évidemment propre à tout le monde. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, on prend de la hauteur. C'est cette narration qui permet au lecteur d'être avec toi. C'est-à-dire qu'on n'est pas spectateur de ton livre. Ton livre, quand on le lit, on le vit en même temps. On vit avec toi ce que tu vis et inconsciemment, on se l'approprie et on fait le bilan avec notre vie. Et je trouve que c'est en ça qui fait du bien parce qu'il nous permet d'avancer sur nos problèmes avec ton regard qui est toujours un regard hyper positif. Quels que soient les événements, quel que soit ce qui a pu t'arriver dans la vie. Et on sent que ta passion, c'est vraiment la lecture parce que tu arrives à intégrer toutes tes lectures, toutes tes références dans ce livre pour le rendre encore plus vivant.
C'est ça. Absolument. C'est ce que je te disais tout à l'heure, oui. C'est prendre de la hauteur, c'est dépasser l'expérience et l'anecdote pour vraiment, oui, aller plus loin avec des pensées des autres, des philosophes et des auteurs que j'intègre. Voilà, c'est vraiment d'aller au-delà de ma propre écriture aussi. Et après, on peut briller en société avec les exemples que tu donnes, Rimbaud, Mauriac, Nietzsche, voilà, Louis de Mailly, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert dans ton livre, Sénèque, Paul Ricoeur, qui est injustement oublié parce que c'est vrai que c'était un grand penseur, voire même Georges Canguilhem. Voilà. Pourquoi les as-tu choisis d'ailleurs? Alors, je les ai choisis parce que ce sont ceux qui ont étayé en fait ma vie d'autrice et voilà, qui m'ont apporté beaucoup de choses, qui m'ont ouvert des perspectives. Parce que de lire, ça ouvre toujours des perspectives. Hein, ça augmente un peu la capacité de soi-même à penser. On se dit des fois, tiens, la pensée de l'autre, ma foi, elle est formidable et elle est pertinente. Si je réfléchissais un petit peu autour de tout ça, ça me parle. Voilà, on crée des liens. C'est le principe même de la lecture. Voilà, donc ce sont des auteurs aussi qui sont, alors pas forcément faciles d'accès, dit comme ça, mais moi j'ai choisi des extraits donc, que je mets dedans, qui sont vraiment pour démocratiser en fait ce qui peut faire peur de la littérature pure ou de la philosophie. C'est vraiment entrer par la fenêtre de tout ça pour après, si on a envie, essayer d'aller plus loin, d'être curieux, de chercher quelles sont ces œuvres dont je parle. Est-ce qu'il n'y a pas des choses quand même à attraper dedans pour soi, pour sa vie? Oui. Voilà, c'est vraiment pour amener le lecteur aussi à être curieux et à se donner peut-être une chance d'avoir un petit peu un supplément de pensée. Voilà, parce qu'il y a des choses absolument magnifiques qui ont été pensées, faites bien avant que j'existe et qui sont à manger. Il faut se nourrir, vraiment. Et puis, bon, en fait, le point, on n'en a pas parlé encore, le point d'orgue de ton livre, c'est un peu ta quatrième partie, ce voyage initiatique, la naissance de Valentine. Oui, tout à fait. Donc ça, ça occupe un petit quart du livre. Hein. Ce n'est pas un livre que sur ça, voilà, comme on l'a dit. Parce que ce n'est pas un livre sur le handicap, en aucune façon. C'est la façon de finir et de clore le livre pour parler quelque part de ce qui m'est arrivé, comme je le disais, il y a une évolution avec les 4 parties. Donc cette dernière partie, parcours initiatique avec ma fille, c'est un peu le point paroxystique de mon étayage et de mon évolution. Donc c'est passé par quelque chose qui pouvait paraître dramatique au départ, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais c'est vrai que la naissance de ma fille, en fait, a été une surprise. La grande surprise de ma vie. Je ne savais pas, avant qu'elle naisse, qu'elle était porteuse de trisomie 21. Je l'ai découverte donc à la naissance, quelques heures après. Donc avec tout le choc, évidemment, de l'annonce qu'on peut imaginer. Voilà, donc c'est quelque chose, oui, c'est un peu le point paroxystique personnel et puis le point aussi le plus haut du livre. Voilà, donc mais c'est quelque chose, là encore, comme tu le disais, qui est vécu avec un choc. Voilà, il y a une grande scène qui tout ça, qui est la scène où j'étais à la clinique avec la psy. C'est des moments très émouvants. Voilà, la psy qui vient en fait, que je vais voir parce que il m'arrive un truc complètement dingue, mais qui est 100% vrai. Un moment, au 4e jour de la naissance de ma fille, je suis dans ma chambre de clinique et puis je me lave les dents, normalement, devant mon lavabo. Et puis devant la glace, bon, machinalement, je me regarde, comme on fait tous, une fois qu'on s'est brossé les dents et rincé la bouche. Et là, choc absolu, je ne me reconnais pas devant la glace. Pendant une fraction de seconde, j'ai devant moi une étrangère en fait. Donc c'est un choc absolu parce qu'on a tous son image de référence personnelle. Et pendant quelques millièmes de seconde, j'ai eu l'impression que mon cerveau s'était bloqué. Je ne me suis pas reconnue, je me suis fait peur.
je me suis demandé en fait ce qui était en train de se passer parce que je me suis vue avec des traits trisomiques. Voilà. Donc, j'ai pris en même peur. Évidemment, ça va pas bien. Ça fait 4 jours que j'étais à la clinique avec l'annonce et j'étais au point le plus bas pour le coup. Donc, je décide d'aller voir la psy, qui m'avait d'ailleurs déjà rendu visite et qui m'avait dit, vous savez, je suis disponible, je peux vous écouter, vous pouvez venir me voir. Et je lui avais dit d'ailleurs que je n'avais pas besoin de ses services puisque mon problème n'était pas psychologique, c'était ma fille et on ne pouvait pas changer ma fille. Donc, a priori, je n'avais pas besoin d'elle. Voilà. Donc, il s'est trouvé que si, je suis allée la voir. Voilà. Et je lui ai expliqué ce ressenti, ce choc, cette vision complètement folle. Et donc, elle m'a rassurée. Voilà, il y a toute une grande scène dans la 4e partie. Elle m'a rassurée en me disant que c'était au contraire le signe de l'acceptation absolue, que je m'étais identifiée à ma fille, que donc, d'une façon métaphorique, quelque part, symbolique, comme on dit en psychanalyse, je m'étais identifiée à elle parce que je savais qu'elle ne pouvait pas être comme moi. Il n'y avait aucun moyen de l'amener sur mon chemin à moi de, entre guillemets, normalité. Donc, c'est moi qui suis venue à elle, inconsciemment, bien sûr, en me mettant à son niveau. Donc, symboliquement, la psyché, elle a fait que je suis devenue, pendant quelques secondes, comme ma fille. En gros, ça voulait dire, nous sommes pareils, je suis comme toi, tu es comme moi, je t'accepte. Voilà, donc c'est quelque chose de complètement intuitif et qui dépasse ce que tu dis, la réflexion. Ça se ressent tout à fait dans ce que tu écris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de tristesse, il y a un cheminement, ce qui correspond tout à fait à ton livre. C'est la naissance de Valentine, ça fait partie de ce cheminement qui même, paradoxalement, c'est peut-être celui qui t'a fait faire le plus grand pas en avant. C'est ça. C'est ce que je disais, c'est le point paroxystique un peu. C'était le point d'orgue du livre parce que c'était vraiment celui qui t'avait fait avancer et vivre en pleine joie et en plein amour cette naissance qui était un peu différente, mais qui finalement t'a permis d'avoir une vie encore plus riche que tu n'aurais pu l'avoir sans doute si Valentine n'était pas là. Absolument, ça c'est vrai. Maintenant, je me rends compte tous les jours. Valentine est une chance. Voilà, on a su dépasser tout ce qui au départ était un obstacle et quelque chose de compliqué et de peut-être insurmontable. Voilà ce que j'ai pu penser. Oui, pour mes premiers jours passés à la clinique, c'est clairement ce que je pensais, que ce serait complètement insurmontable, que c'était bon. Et en fait, pas du tout, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment pas un livre sur le handicap et sur le pathos, la tristesse et la dépression et oh là là, au secours. Pas du tout. C'est vraiment… il se passe plein de choses. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a aussi le monde du travail. On ne va pas tout dévoiler. Des réserves, des surprises, enfin plein de choses. Voilà, il n'y a pas que Valentine. Voilà. Et puis… oui, pardon. Je dis, on ne va pas tout dévoiler, c'est pour ça que… Non, absolument. Mais voilà, comme tu le disais, le point le plus important qui est la conclusion. Voilà, tout à fait. De ce cheminement qui effectivement passe, en reprenant les 4 chapitres de ton livre, par l'enfance, par le monde du travail, par ce voyage à Compostelle qui t'a pris quand même, c'était 250 km, je crois, qui t'a permis de beaucoup réfléchir. Est-ce que ça t'a amené à la méditation d'ailleurs ? Alors, justement, moi, je ne sais pas méditer au sens strict, c'est-à-dire se poser, réfléchir, fermer les yeux, s'extraire. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas faire parce que j'ai tout le temps plein de pensées parasites. Voilà, donc ça, c'est pas possible. Donc, je médite en fait en marchant. En fait, c'est ça aussi, Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, c'est la marche pour réfléchir, c'est les orteils qui se dressent pour écouter, pour ressentir le monde, pour se connecter ici et maintenant, en conscience, voilà, parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on réfléchit. Et pendant ce pèlerinage qui m'a amené du Puy-en-Velay à la vallée du Lot, à Figeac, donc j'ai fait qu'une partie du chemin, mais c'était déjà très inspirant. Je suis partie 3 semaines. J'ai appris plein de choses sur moi-même, j'ai ressenti des éléments, le monde, j'étais vraiment connectée. Et puis donc, j'étais vraiment, dans une philosophie
toute personnelle, mais qui m'a énormément nourrie. Et donc, c'était, oui, ma méditation après mon expérience aussi Mais on sent professionnelle. Voilà. que justement, c'est bien dans le fil de ton ouvrage, parce qu'on sent que pour ce voyage, tu étais prête. C'était la mise en pratique de ce mouvement qui t'a toujours animé, Oui. la mise en pratique de ce mouvement, et on sent que tu étais prête pour ce voyage qui était un peu l'accomplissement de tout ce que tu avais vécu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça me ramenait aussi sur des terres de la philosophie, toutes ces choses-là où on réfléchit beaucoup, on analyse ce qu'on voit, ce qu'on ressent, puisqu'on est seul avec soi-même. En fait, on marche. Je suis partie seule. Voilà. Donc, et je suis persuadée que dans notre monde où il y a vraiment une perte du sens dans tous les domaines, ça fait du bien. On a besoin de réflexion, d'analyse, de philosophie. Faut en mettre dans sa vie, vraiment. Surtout que ça fait partie de notre vie, oui. Voilà, parce que c'est, comment dirais-je, c'est pour trouver du sens, il faut que la philosophie sorte un peu des salons feutrés. Tout le monde a besoin de philosophie, hein, et tout le monde, en fait, philosophe du matin au soir, sans même s'en rendre compte. Tout le monde a des idées sur la morale, Ça la fait partie un peu souffrance, l'art, le bonheur, que sais-je. Mais des fois, on n'a pas les clés, voilà, pour progresser. Je te coupe parce que ça me fait un peu penser à ta rébellion contre, enfin rébellion c'est un grand mot, mais contre certains ordres établis comme l'école qui favorise pas forcément l'esprit critique, comme le monde du travail qui est un monde violent qui brutalise, comme une société qui n'incite pas les gens à être maîtres de leur destin et à ne pas subir, qui fait des gens passifs, qui n'encourage pas à être libre. Et c'est vrai que ce voyage à Compostelle, en fait, était une sorte d'exutoire de toutes ces barrières que le monde nous met. Oui, c'est vrai qu'il y a des messages, comme tu viens de le dire, des messages très clairs dans le livre autour de ça. Oui, je pense que la société brutalise un petit peu les gens. On nous apprend plus souvent à dire oui que non. Voilà, donc je pense que ça c'est aussi un problème puisque ça amène beaucoup de passivité, de manque de réflexion, de résignation en fait, et c'est fort dommage. Donc et puis quand on est comme ça, on réfléchit moins, on est moins sensible aux signes, parce que je le dis aussi beaucoup dans mon livre. Moi, j'essaie d'être connectée vraiment ici et maintenant, et je suis très sensible aux signes. Alors, rien d'obscur là-dedans et de bizarre, hein. C'est vraiment, quand je dis ça, c'est presque de l'ordre, oui, philosophique, je vais me répéter, mais psychologique même, ou mentaliste. Il y a quelque chose là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut être ouvert, quoi. Il faut regarder, il faut être curieux. Il y a des signes, il y a des synchronicités parfois qui se passent. On se pose des questions et ça nous permet de réfléchir. Ça peut nous ouvrir à la sérendipité, hein, d'être vraiment ouvert et connecté. C'est-à-dire qu'on va tomber sur des choses qu'on n'était pas venu chercher. D'un coup, ça va faire sens. On va se dire, mais ça, voilà, je peux m'en servir, c'est une matière. Parce que le réel est multiple. Et Je le vais réel, vous couper c'est parce que j'ai notre plein de filtre. questions qui sont là. Pardon ? Je vais être obligée de vous couper parce que j'ai plein de questions et après on va être pris par le temps. Mais je te laisse finir ta phrase, excuse-moi. Je finis ma phrase. Pardon. Donc, je disais juste que pour moi, en fait, ma vision, pour résumer mon livre, hein, qui parle beaucoup de destin, Oui, tout à fait. on l'a compris, le réel est multiple et qu'il y a plein de façons de le voir et de le percevoir. Et que ce qui compte, c'est ce qu'on a envie de faire de sa vie, comment on a envie de voir les choses. Ce qui compte, c'est ça, c'est son angle d'observation. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester ouvert, connecté, voir des signes qui parfois sont là. Et comme tu le disais tout au début, je vais rebondir et je vais en finir, le hasard n'est peut-être pas toujours un hasard. Effectivement, ce sont peut-être des choses qui sont posées là pour qu'on les ramasse ou pas et qu'on prenne d'autres chemins, d'autres voies. Voilà. Parfait. Je vais passer aux questions, puis je reviendrai vers vous, Philippe, pour notre conseil et le mot de la fin. D'abord, j'ai plein de messages à vous transmettre. Il y a des participants du Québec qui vous saluent et apparemment qui vous connaissent. Ah Donc, oui. ils vous font un petit coucou. Il y a Je vois qui Colette c'est. Chevelot qui est là, Oui. qui vous a écouté et qui a une question super. qui voudrait savoir si vous avez d'autres projets en cours d'écriture en ce moment. Ah oui, tout à fait. J'ai d'autres projets, j'en ai plusieurs. Oui,
tout à fait. Et j'en ai 2. Voilà, je vais oser le dire. J'en ai 2. Voilà, dans les tuyaux, mais je ne peux pas en dire plus aujourd'hui. D'accord. Et moi, j'ai une question. Là, vous avez choisi le récit, la forme du récit, et vous disiez que ça se disait comme un... Alors, je ne vous ai pas lu, et je vais ouvrir une parenthèse très importante, parce qu'il y a des messages aussi dans ce sens. Il y a des gens qui sont ravis de vous découvrir, qui ne vous connaissaient pas comme moi. Et je trouve que cette émission est très bien pour ça, parce que ça nous permet de découvrir plein d'auteurs qu'on ne connaît pas, qui sont peut-être plus confidentiels, mais qui ont tous les auteurs ont une importance. Donc, il faut lire tout le monde. Donc, je voulais vous remercier d'être là aussi pour ça. Merci à vous. Je reviens sur ma question, je referme ma parenthèse. Par rapport, vous disiez que ça se lisait comme un roman. Pourquoi n'a pas avoir choisi plutôt le récit plutôt que la forme romanesque? Eh bien, tout simplement parce qu'au départ, c'est ce que je raconte est vrai, c'est du vécu, c'est des choses réelles qui ont existé. Les personnages qui sont dedans sont des personnes, en fait, pas des personnages, parce que ce n'est pas un roman. Donc, ce sont des gens vrais qui ont existé ou qui existent encore. Et du coup, tout ça avait un sens parce que justement, c'était vrai, parce que ça apportait quelque chose, peut-être voilà, plus que du roman, parce que c'est du vécu. Et puis, pour rebondir aussi sur tout ce que j'ai dit au début, comme je devais proposer ce manuscrit à la maison d'édition de Martine Ruffinella, c'était complètement dans ce qu'elle voulait faire, quelque chose de vrai, de vécu. Voilà, aussi. Alors, j'ai une question qui n'a rien à voir. Si quelque chose en soi ne change jamais, qu'est-ce qui change? Si quelque ne change jamais, qu'est-ce qui change? Disons que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, par exemple, quand j'ai dit qu'on avait un noyau en soi qui ne changeait jamais, ça c'est ce que je pense profondément. Le soi, voilà, notre soi ne change pas. Après, on change autour, en fait, en périphérie, en ramification de ce noyau qui ne change pas, par la vie, par les circonstances, tout ça. Donc pour moi, c'est plutôt comme ça, en fait, qu'il faut voir cette histoire-là. C'est que vraiment, le petit noyau ne change pas. Après, bien sûr que l'on change. On n'est pas le même à 20 ans et à 40 ans. Ça, c'est évident. La vie nous change. Les gens nous changent, les rencontres. Et puis aussi, des fois, les auteurs que l'on lit peuvent nous changer. Voilà, donc pour moi, je poserais plutôt la question comme ça, en fait. C'est plutôt qu'est-ce qui ne change pas autour de ce grand tout qui change. Et ça, on se rend compte, notre monde change, mais on change avec lui. Parce qu'on est interconnecté et que c'est notre environnement. Voilà, moi, c'est plutôt comme ça que je... Et justement, là, vous parlez des auteurs qui nous... Quels sont les auteurs qui vous ont marqué, qui vous ont donné envie d'écrire, vous? Ça peut être des vivants comme des morts. Bien sûr. Eh ben, alors ça peut paraître bizarre, mais c'est des gens comme Rimbaud, par exemple, même si je n'écris pas de la poésie, et surtout pas comme lui, mais c'était absolument extraordinaire. C'est moi ce qui m'a fascinée, et c'est un auteur que j'ai découvert en seconde grâce à ma prof de français qui était absolument merveilleuse et qui m'a ouvert à des terres de découverte littéraire, parce que c'est un flamboyant, c'était un poète qui a écrit la plupart de ses œuvres quand il avait 17 ans, enfin entre 17 et 21 ans. C'est juste extraordinaire ce qu'il a fait pour être aussi jeune. Et quand j'ai découvert ça, que j'avais quasiment le même âge en seconde, j'ai trouvé ça absolument exaltant. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Et puis après, tout ce qui est philosophie, ça c'est quelque chose vraiment... Ouais, c'est vraiment ancré en vous, ça, la philosophie. Oui. C'est vraiment quelque chose... Même si je n'écris pas de la philosophie pure, comme je l'ai dit, voilà. Ouais. Mais c'est quelque chose qui me porte chaque jour. Et ils sont tous fantastiques. Alors, il y a des lectrices qui vous disent que votre livre c'est un beau cheminement, que c'est très fort, donc qui vous félicitent, donc je transmets. Il y a aussi une auditrice de Hong Kong qui est là, qui vous écoute, peut-être qu'elle aura envie de lire votre livre, je ne sais pas. Ah, super. On va poser une question sur la couverture de votre livre. Qu'est-ce que c'est tous ces petits... Est-ce que Philippe, est-ce que tu peux montrer le livre en gros plan, parce que moi je ne l'ai pas physiquement. C'est quoi? Exactement, c'est quoi? Ah oui. Alors en fait, c'est un zoom, un gros zoom, une image grossie d'une boule en osier. D'accord. Vous voyez les boules en osier qu'on met des fois dans les sapins de Noël. Ouais. C'est un côté un peu traditionnel, nature, sympa. Donc ça, c'est pour le côté de l'objet. Mais pour moi, évidemment, c'est plus que ça. C'est au niveau du symbole. C'est un entrelac de chemins, précisément les chemins de la vie, de l'existence.
Et c'est tous les axes labyrinthiques, tous les axes possibles qui peuvent se présenter, tous les sentiers de la vie qui se présentent devant nous chaque jour. On a tout le temps donc plein de chemins qui s'ouvrent et en face, on a des choix à faire. Et suivant nos choix, on va prendre tel et tel chemin. Donc, ça fait vite des pelotes, ça fait vite des choses qui s'imbriquent. Symbolique. Voilà. Et c'était l'idée en fait de mon livre, puisque c'est une idée qui parle du destin, de tout ça. Voilà, c'est le symbole en fait, la signification. Et quand vous avez fait le chemin de Saint-Jacques, la partie du chemin de Saint-Jacques, est-ce que ça vous a apporté quelque chose de très intérieurement, l'envie encore plus d'écrire, de vous exprimer sur ce qui vous est arrivé? Oui, oui, tout à fait. Alors pendant le chemin, je n'ai pas pu écrire une seule ligne, parce que moi j'écris souvent des idées, des pensées dans des carnets que je garde pour après, quand j'ai une inspiration. Et là, impossible, vraiment, impossible d'écrire la moindre chose. Il a fallu que je digère en fait ce moment fort avec moi-même et avec la nature pour pouvoir en tirer des choses, pour pouvoir aussi écrire la troisième partie des orteils. Voilà, donc oui, c'est ça. Voilà, Donc, on peut dire que pour vous, la nature est à valeur de refuge. Vous aviez besoin d'aller dans la nature comme un cocon pour être toute seule. C'était la solitude qui vous intéressait? C'était quoi exactement? C'était la solitude et la connexion avec, alors je mets des guillemets, ça peut paraître pompeux, mais c'est pas du tout ça. La connexion avec mon âme. C'était vraiment ça que j'étais venue chercher en fait. Parce que je sortais d'un moment un peu compliqué professionnellement. J'avais créé, j'étais dans une société, voilà, et il fallait que je fasse autre chose. Et donc, ça m'a permis, oui, de m'ouvrir, de me recentrer et de savoir ce que je voulais faire de ma vie professionnelle. Parce que j'avais vécu des choses très négatives, je voulais m'en sortir, m'en débarrasser, de plus retourner justement dans les ressources humaines et rebondir, faire autre chose. Et ça m'a permis après de bâtir une autre vie pro, puisque j'ai créé après ma société dans la formation. Voilà, donc ça a été hyper constructif. Alors, j'ai une dernière question qui revient un peu sur le choc dont vous avez parlé tout à l'heure dans dans la troisième partie. Qu'apportent les mots justement quand on vit ce genre de choc? Est-ce que les mots vous ont apporté du réconfort, une solution? C'est-à-dire les mots? Vous êtes auteur, donc Oui, mais j'ai pas compris. Ouais. Est-ce que vous avez trouvé ce choc-là de ne pas vous reconnaître le choc, pardon, oui. j'ai pas compris le mot. Ah, pardon, oui. C'est ça. Le choc, oui, quand dans la clinique, vous voulez dire, dans ma chambre. Oui. Donc oui, dans le choc, les mots, c'est ça, de pas. Ouais. Vous avez trouvé une valeur refuge. Est-ce que les mots vous ont apporté quelque chose, du réconfort? Est-ce que vous aviez besoin d'écrire? Est-ce que vous avez besoin de vous Est-ce que vous êtes allé chercher des lectures ou pas du tout? Alors, pas tout de suite, parce que j'étais trop dans quelque part la sidération et la colère. Donc là, c'est pas possible. Il y a rien qui vous rentre. Vous pouvez pas vous nourrir de littérature ou de philosophie, c'est pas possible. Enfin, moi, j'étais bloquée. Voilà, j'étais vraiment dans un mouvement bloqué. Donc, il fallait que je reprenne un mouvement qui m'ouvre, un mouvement vraiment incitatif. Et oui, par la suite, c'est Paul Ricoeur et Georges Canguilhem qui m'ont ouvert complètement les perspectives. D'ailleurs, je les ai découverts à ce moment-là, enfin, pas Canguilhem, mais Paul Ricoeur que je ne connaissais pas. J'ai lu Temps et récit, qui m'a beaucoup aidée et qui m'a encouragée à reprendre l'écriture et à faire quelque chose pour donner des mots, pour sortir des mots, pour voir les choses autrement, en réagençant en fait mon réel, c'est ça, en écrivant, on réagence un peu la réalité. Et puis Canguilhem, parce que j'ai lu Le Normal et le Pathologique, qui est son ouvrage, enfin moi mon préféré. Et là-dessus, en gros, il vous explique que normal ou pathologique, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui compte, c'est vraiment l'individu en tant que tel, qu'une même maladie peut donner chez deux personnes différentes des choses justement totalement différentes. Il y en a une qui va paraître très malade, l'autre pas du tout. Parce que avant d'être malade, avant d'avoir quelque chose, on est encore une fois là autre chose et on est un humain avec plein de cellules qui fonctionnent. Il n'y a pas que les cellules malades ou les problématiques chromosomiques qui résument une personne. C'est pour ça que j'aime bien dire
On ne dit pas ma fille est trisomique. Comme on ne dit pas vous êtes cancéreux. Voilà, vous êtes porteur de trisomie. Vous avez un cancer. Vous voyez, c'est complètement différent. Oui, vous avez raison. Les mots sont précisément là intéressants parce que sinon on condamne une personne, on la résume. C'est juste pas possible. Alors qu'en fait, voilà, ça m'a donné raison puisque Valentine, comme le disait Philippe, c'est un vrai rayon de soleil. À quel âge, Valentine, maintenant? Elle a 10 ans. D'accord. Elle a 10 ans et elle est scolarisée en école normale, classique. Donc, on arrive quand même à faire des choses. Voilà, c'est formidable. Et donc, il ne faut jamais résumer les gens à leur pathologie. Ça pour dire que là-dessus, les mots, c'est très important. Alors, avec Philippe, on va faire un conseil lecture. Mais avant, est-ce que vous avez un conseil lecture à donner à ceux qui nous écoutent? Alors, ça peut être quelque chose de récent, d'ancien, Vous voulez. Je vais moi, je vais je vais juste vous nommer le livre que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est, alors là, je vais changer, c'est pas de la philosophie. C'est le livre de Patrick Suskind, Le Parfum, que je n'ai pas découvert, en fait, quand il est sorti. Je l'ai découvert en livre de poche. Honte à moi. Donc, je l'ai découvert en décalé et j'étais absolument attrapée. Comme tout le monde. Son écriture extraordinaire. Voilà, quelque chose de très sensoriel, de très. On respire son livre, hein, clairement. Là, vraiment, oui. C'est une révélation pour moi, véritablement. Voilà. Bon, maintenant, c'est Philippe qui va s'y coller, qui va nous faire des conseils de livres de poche. Oui, alors j'ai choisi des auteurs parce que en tant que libraire, je mets un point d'orgue à présenter des gens qui ne sont pas forcément connus. Ouais, c'est bien ça aussi. Pour vendre, on est là pour ça, nous aussi. Hein. Voilà. Et donc, j'ai trois ouvrages, j'en aurais peut-être 4, mais celui-ci, de Shafik KGV, c'est un pasteur suisse d'origine indienne, né au Kenya. Donc, il est mondialisé, lui, déjà, qui a écrit un petit conte philosophique, Le roi, le sage et le bouffon. Ça se passe dans un pays imaginaire où un bon roi voit que son peuple n'est plus très heureux. Et il veut le bonheur de son peuple. Et il se rend compte qu'il est le seul peuple au monde à ne pas avoir de religion. Et comme c'est un bon roi, il va inviter les représentants des principales religions dans une grande joute oratoire pour faire un choix. Voilà, ça se lit tout seul et ça permet d'avoir quelque chose de simple pour synthétiser les grandes pensées, les grandes religions dans le monde où on vit actuellement, où les religions prennent le pas souvent sur la raison. Quel éditeur, Philippe? En Point Seuil. Super. Il y en a un autre, c'est un autre auteur qui n'est pas forcément connu non plus, c'est Jean-Michel Truong, Le successeur de Pierre. Le successeur de Pierre, c'est un livre qui a eu quand même le prix Imaginaire en 2000. C'est un livre de science-fiction. Je ne suis pas fan de science-fiction, mais il décrit un monde qui est tout à fait, surtout après la pandémie qu'on vient de vivre, qui est celui qu'on pourrait vivre. Et en plus, c'est un homme l'auteur était vraiment précurseur parce qu'il parle d'un monde où tout le monde est coupé des autres pour éviter le contact. Il faut 0 contact. Donc, les gens sont élevés dans des containers et les villes sont des amoncellements de containers et toute la vie passe par Internet. En 99, c'était quand même assez novateur. Et c'est une très belle réflexion philosophique aussi sur la place de Dieu. Parce que dans le titre, le pitch du livre, je n'aime pas trop dire pitch, mais bon, ça parle de la bulle de Saint-Pierre qui a disparu et il y a cette quête de cette bulle, mais le titre, Pierre n'a pas de majuscule et c'est à la fin du livre qu'on comprend pourquoi. Et puis sur un autre registre, Julian Barnes, Le fracas du temps, c'est une biographie, en fait c'est un récit biographique de la vie de Shostakovich. Et j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'en fait, il montre comment l'art peut être un outil des dictatures, comment la dictature peut se servir de l'art et comment l'art peut être un moyen de lutter contre les dictatures. Voilà. Alors moi, c'est un livre qui va sortir au livre de poche le 27 mai. Ça s'appelle Mamie Luger. En fait, c'est l'histoire de Berthe. C'est une centenaire qui cumule centenaire, féministe et serial killeuse. Alors, autant vous dire que le flic qui va faire l'interrogatoire n'aura jamais vu ça de sa vie. Mais c'est très drôle. C'est un balayage de toute une vie. C'est très cynique et ça sort mercredi. Donc, je vous conseille vraiment parce que lui non plus, il n'est pas très, très connu, mais c'est bien. Donc, d'ailleurs, on est là pour ça. Merci Philippe d'avoir choisi ces 3 livres. Avant de faire la conclusion, je vais vous laisser juste vous saluer, vous dire au revoir et je reviendrai pour annoncer la rencontre de demain et j'ai aussi quelque chose à dire à la fin. Allez-y, je vous laisse.
Donc, il faut que je fasse quoi maintenant? Excusez-moi. Vous pouvez dire au revoir à Vanessa, ce que vous voulez. Si vous voulez qu'on aille dans votre librairie, voilà, vous avez 1 minute 50 pour parler. Écoute, c'est une librairie qu'on a ouverte il y a 2 ans maintenant. Parce que je suis passionné de lecture, évidemment, sinon je ne ferais pas ce métier-là. Je lis énormément, j'ai un livre par semaine, et puis j'essaye d'être de bons conseils auprès de mes clients, parce qu'à force, on est un petit village, donc je connais mes clients, et je sais un peu, j'essaye de les guider dans leur choix avec ma modeste contribution. Voilà, on est ouvert tous les jours, et puis c'est toujours un grand plaisir de dire. Je suis très bavard en temps normal, là je suis un petit peu impressionné par la technologie, mais voilà, je peux parler pendant des heures de tous les ouvrages que j'ai lus, et puis même d'autres, c'est vraiment une passion. Parfait. Vanessa, vous avez un mot de la fin à nous dire? Eh ben, écoutez, j'ai été ravie de participer à cette rencontre, à cet échange. Voilà, moi, je me suis beaucoup amusée. J'ai beaucoup aimé échanger avec Philippe, le libraire de Choc. Voilà. Je te remercie beaucoup, Nathalie. Je remercie aussi beaucoup Frédéric de Gelt pour sa générosité et son accueil formidable. Merci sincèrement. J'ai juste une requête. On me demande, Philippe, est-ce que tu peux redonner le titre du premier livre de poche que tu as donné, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de tout noter. C'est juste le premier. C'est celui-ci, c'est Le Roi, le Sage et le Bouffon. Voilà. Parfait. Merci. Donc, moi, je voulais rappeler que le livre de Vanessa est sorti aux éditions Encre Rouge. Il s'appelle « Les orteils se dressent pour écouter ». Vous pouvez aller l'acheter chez Philippe à Charbonnières-les-Bains, un petit village, on va dire, où il y a un casino, parce que Philippe me l'a appris. Voilà, vous pouvez aller dans sa librairie. Après, vous pouvez aller dans les autres librairies. Non seulement vous pouvez lire Vanessa, mais vous pouvez lire aussi tous les autres auteurs. Et on va rappeler que Vanessa a cité Martino Roffinella. Donc, je vous engage aussi à lire son livre qui s'appelle « Conserver comme vous aimez », qui est sorti aux éditions Françoise Bourrin. Donc, demain, on se retrouve à 19h avec Alexandre Jardin et Pascal Frey. En attendant, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.